Donc, les fréquences du bien-être. Quand j'ai réfléchi au titre de cette conférence, mon but, c'était effectivement de faire venir un max de monde. Je me suis dit, je vais faire la publicité. Le vrai titre de cette conférence, c'est cours magistral en électromagnétisme et applications techniques. J'ai fermé à clé, vous ne pouvez pas sortir. Alors, je plaisante à moitié. Parce que ce que j'aime faire, c'est pas juste donner les exemples, qu'est-ce qui marche concrètement, c'est expliquer pourquoi ça marche. Parce qu'à partir du moment où je comprends le principe, le mécanisme sous-jacent, je peux prendre de meilleures décisions. Je suis beaucoup plus autonome. C'est pour ça que je crois en l'éducation. Donc, on a 4 objectifs ce soir. Le premier objectif, c'est de démystifier tout ce qui est fréquence, ondes, choses comme ça, qu'on a tendance à entendre un petit peu partout. Deuxième objectif, c'est expliquer en quoi ces choses-là, ces fréquences, comment elles peuvent agir à distance. Troisième chose, découvrir que ça peut non seulement agir à distance, ça peut aussi affecter les organismes vivants. Donc ça marche in vivo. Et la quatrième chose, et c'est probablement pour ça que vous êtes là ce soir, on va explorer des exemples bénéfiques qui sont applicables au quotidien. Ça vous semble cohérent? Vous allez voir que je suis assez cartésien, j'étais ingénieur effectivement avant. Moi, ma pensée, elle est très linéaire, comme ça je ne me perds pas au moins. Donc le plan d'attaque qu'on va voir là, on va faire une remise à niveau. Je sais que vous êtes ravis de faire ça, mais on va en faire une pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, sans mauvais jeu de mots. Ensuite, on va parler de la physique des antennes. Vous allez voir, ça va être très simplifié. Je vais prendre des exemples, vous allez voir. Voilà. On va parler des harmoniques, on va parler de cristaux, on va parler de plein de choses, mais de manière technique, scientifique, mais vulgarisée. On va parler de l'antenne biologique, donc in vivo, comment ça marche dans le corps. Ensuite, on va donner des exemples concrets. Ensuite, je vais parler de moi. Je ne fais pas ça au début, je fais à la fin, parce que je fais ce que je veux. Donc, si vous voulez rééquilibrer vos hormones, accélérer votre métabolisme, rajeunir la peau, améliorer la digestion, avoir plus d'énergie, ou simplement atteindre le nirvana pour mettre fin au cycle des réincarnations, vous êtes au bon endroit. Parce que tout ça, ça va aider. Donc, remise à niveau. On va commencer par explorer fréquence. Est-ce que vous avez tous déjà vu ce phénomène? Oui. Voilà. Il y a de l'eau, calme, je jette un caillou, ça fait des ondulations. Okay. Donc on commence avec quelque chose qu'on connaît tous. Si je m'accroupis et que je me mets mes yeux au niveau de la surface de l'eau et que je dessine ce que je vois, ça donne ça. Oui? Ok. Donc dès qu'on a ça, on peut commencer à définir certains termes pour pouvoir analyser ce qui se passe. Donc on a déjà la longueur d'onde. Longueur d'onde, comme son nom l'indique, c'est la longueur d'une onde. Donc si je vais d'un sommet à un autre sommet, c'est une longueur d'onde. D'accord? Amplitude, c'est la hauteur de l'onde. D'accord? Je vais vous donner d'autres exemples. Vous allez voir, ça va être très simple. Mais je veux d'abord définir les termes pour qu'on soit tous sur la même page. Le terme de fréquence, ça dépend de la vitesse de l'onde. Si je compte le nombre d'ondes qui viennent vers moi, en une seconde, s'il y en a une qui va vers moi, ça fait 1 Hertz. Une par seconde. S'il y en a deux qui viennent vers moi par seconde, ça fait 2 Hertz. Donc la fréquence dépend de la vitesse de propagation de l'onde. Vous n'avez pas besoin de comprendre les équations, je vous définis juste. Donc si la fréquence est de 1 Hertz, c'est qu'il y a une longueur d'onde par seconde qui vient à moi. Si c'est 100 Hertz, 100 longueurs d'onde par seconde qui viennent à moi. Donc quelques exemples concrets en ce qui concerne l'amplitude, par exemple. Faible amplitude, la petite ondulation qu'on vient de voir. Haute amplitude, une vague qu'on peut surfer. Très haute amplitude, on appelle ça un tsunami. Okay. C'est 3 fois c'est le même type d'onde, 3 amplitudes différentes. Okay. Maintenant, quand on parle de fréquence, quel type de phénomènes du quotidien ont une fréquence? Je vous ai mis quelques exemples. Un instrument de musique, quand on joue des notes, ça émet des fréquences, des ondes acoustiques qui ont une certaine fréquence, et donc un certain son. Les constellations, les cycles de la Lune, les cycles du Soleil, tout ça c'est une fréquence. Il y a 24 heures un jour, 365 jours une année, 28 jours la Lune. Les constellations, je ne sais pas Pluton combien de temps ça met, il y en a certains qui doivent savoir. Voilà. Le cœur, battement par minute, donc il y a une fréquence. Pareil pour la respiration, on respire un certain nombre de fois par minute.
Le cycle hormonal chez la femme, avant la ménopause, pareil, il y a un certain rythme. Idéalement, s'il n'y avait pas d'interférence, ça serait synchronisé avec la Lune. Donc, des phénomènes auxquels on peut associer le mot fréquence, il y en a plein dans notre quotidien. C'est ce qu'il faut retenir. Et maintenant, la question suivante, c'est qu'en est-il des ondes électromagnétiques? Parce que ce que je vous ai montré avec ça, ce que je vous ai montré avec le violon, c'est ce qu'on appelle des ondes mécaniques. Tout ce qu'il faut savoir qu'une onde mécanique, c'est une onde qui se propage dans un milieu, que ce soit l'air, que ce soit l'eau, que ce soit etc. Les ondes électromagnétiques, c'est ce qu'on appelle des ondes non mécaniques. C'est-à-dire qu'elles peuvent voyager dans l'espace. Vous avez déjà entendu certainement qu'il n'y a pas de son dans l'espace, contrairement à ce qu'on voit dans Star Wars. Hein? C'est parce que c'est des ondes mécaniques, ça ne se propage pas dans le vide. Okay. Par contre, la lumière, c'est pour ça qu'on peut voir les étoiles, c'est pour ça qu'on peut voir la Lune, ça se propage dans l'espace parce que c'est une onde électromagnétique qui n'est pas mécanique. Donc, qu'en est-il des ondes électromagnétiques? Ça va être la diapositive la plus compliquée de ce soir, donc accrochez-vous. Tout ce qu'il faut savoir avec ça. Là, je vais au niveau le plus fondamental, c'est-à-dire que ça, on admet que c'est comme ça dans la vie. C'est la physique fondamentale, c'est comme ça que sont les choses. On ne sait pas aller plus fondamental que ça. Ce qu'on sait, c'est qu'une particule chargée, comme un électron, comme un proton, une particule qui a une charge électrique, elle génère un champ électrique quand elle est statique, quand elle ne bouge pas. Quand elle bouge, ça génère un champ magnétique. Et ce qu'on sait depuis Maxwell au XIXe siècle, c'est que le champ magnétique et le champ électrique, ils s'alternent l'un l'autre. Ils donnent naissance à l'un puis à l'autre. Et en fait, c'est exactement comme le yin et le yang. Le yin donne naissance au yang qui donne naissance au yin. Okay. C'est pour ça que je vous ai mis cette image-là, parce que ça parle à beaucoup de personnes. En fait, ça fonctionne de la même façon. Okay. Donc c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu. C'est les ondes électromagnétiques qu'on connaît. Ondes radio, on connaît. Micro-ondes, on connaît. Au niveau des micro-ondes, c'est à peu près là qu'on a le Wi-Fi. Okay. Un peu avant, c'est là qu'on a la 5G et la 4G. Infrarouge, on connaît. Visible, c'est ce qu'on appelle la lumière. C'est ce qu'on peut voir dans les yeux. Donc en fait, quand on dit lumière, quand on parle d'ondes électromagnétiques, c'est la même chose. La seule raison pour laquelle on appelle ça de la lumière, c'est parce qu'on peut la voir. En fait, tout ça, c'est de la lumière, tout ça, c'est des ondes électromagnétiques. Ensuite, on a les grands méchants ultraviolets, on va en parler à la fin. Rayons X, rayons gamma. Rayons gamma, c'est tout ce qui est radiation. Ok, question suivante. D'accord, les ondes, ça existe. Est-ce qu'elles affectent la matière, du coup? Question suivante, logiquement. Alors, tsunami, est-ce que ça affecte la matière? Ouais. Un violon? Bon, on a tous entendu parler du verre en cristal qui brise quand on chante à la bonne fréquence, ou la mauvaise, suivant la perspective. Juste le fait d'entendre, les tympans, ils vibrent dans la cochlée, c'est ce qui me permet d'entendre. Donc, les ondes acoustiques font vibrer mes tympans, ce qui me permet d'entendre. Donc, ça affecte la matière. Ça à droite, donc j'ai pas de vidéo là, certains en ont peut-être déjà vu, ça s'appelle la cymatique, C-Y-M-A. C'est si je mets en noir, c'est ce qu'on appelle des plaques. J'ai oublié le nom exact. C'est des plaques qui vibrent à une certaine fréquence. Dessus, on met du sable ou du sel. Et ce qu'on observe, c'est que quand ça vibre à différentes fréquences, ça fait des formes géométriques. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il y a un lien entre ondes qui affectent la matière, qui donne une géométrie. Okay, donc déjà, on voit quelques connexions. Il y a ondes, il y a géométrie. Ok, ça peut être intéressant. Et là, ceux qui suivent bien, ils vont me faire « Ok, mais ça, c'est encore des ondes mécaniques. » Mais qu'en est-il des ondes non mécaniques? Est-ce qu'elles peuvent affecter la matière? Et là, je vous donne un exemple qu'on connaît tous. Si je fais bip bip, hein, c'est une onde électromagnétique et la voiture s'ouvre. Ok. Donc, c'était la remise à niveau. Maintenant, on passe à ce qui est marrant. Donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'on comprenne le concept d'antenne. Et pour comprendre le concept d'antenne, il faut comprendre au moins deux choses. Il faut comprendre le phénomène de résonance, qu'on entend beaucoup aussi dans les cercles spirituels. Par exemple, moi, je n'ai pas de résonance avec Christophe Maé, ça ne marche pas. Ouais. Donc, il faut comprendre le phénomène de résonance, on va comprendre le phénomène d'harmonique, et on va explorer, éventuellement, au bout d'un moment, les cristaux.
Donc, résonance. Deux définitions qui sont utiles. La première chose, c'est ce que je disais, la susceptibilité d'un objet de vibrer à certaines fréquences dites de résonance. Moi, ça ne marche pas avec Christophe Maé. Christophe Maé, ce n'est pas ma fréquence de résonance. Deuxième chose qui est intéressante, les deux définitions sont importantes. C'est le processus par lequel un champ d'une certaine fréquence, ou une onde d'une certaine fréquence, peut transférer de l'énergie d'un objet à l'autre. Donc là, vous dites, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me raconte? Je vais à nouveau vous donner d'autres exemples. Diapason. Si j'ai deux diapasons qui ont la même fréquence de résonance, qui sont les mêmes, j'en tape un, je garde l'autre à côté, l'autre va vibrer aussi. Oui. Deuxième exemple de résonance. Si il y a quelqu'un qui se met à chanter et que moi je l'entends, c'est parce que mon tympan, ma cochlée, elle est en résonance avec les cordes vocales du chanteur. C'est comme ça qu'on entend en fait. Troisième exemple, si vous êtes dans la voiture et que vous écoutez Nostalgie, par exemple, là, évidemment, la radio, elle est en résonance avec l'antenne qui est quelque part. C'est comme ça que ça marche. Donc, je vous donne quelques exemples de résonance. Je vais vous en donner plein. Vous allez faire « Ah ouais, tiens, je n'avais pas pensé ». Un exemple qui est plus fun. Ça, c'est Pioneer 10. C'est le premier objet qui a quitté le système solaire. Le dernier message qu'on a reçu de Pioneer 10, il était à 11,9 milliards de kilomètres d'ici. L'aller-retour, le message, ça lui a pris 22 heures et 6 minutes pour faire l'aller-retour. Et voilà ce qui est important. Avec seulement 8 watts de puissance, ça a fait les 11,9 milliards de kilomètres. 8 watts, c'est même pas une petite ampoule. Okay. Donc pourquoi j'ai mis ça? Parce que ça illustre la puissance de la résonance. Qu'on n'a pas besoin d'une puissance énorme pour que le message passe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Il sortait du système solaire à ce moment-là, l'objet. Donc 8 watts de puissance. Un autre exemple de résonance qui est plus terre à terre. Vous avez tous déjà poussé un enfant qui faisait de la balançoire? Ok. Tous ceux qui ont fait ça, donc j'imagine tout le monde, vous savez bien qu'il faut pousser au bon moment pour que ça continue à se lever. Si je pousse au mauvais moment, ça va ralentir. Donc si je pousse au bon moment, disons, ça prend 8 secondes pour faire l'aller-retour. Si je tape juste au bon moment, à la bonne fréquence, ça va donner de l'énergie au système. Vous suivez tous? Si je tape trop tôt, ça ne marche pas. Si je tape trop tard, ça ne marche pas. Ou c'est moins efficace. Si je tape juste au bon moment, juste au moment où l'enfant il est suspendu en l'air pendant une fraction de seconde, où ça ne bouge pas, si je tape juste avec 2 doigts, ça repart. Ça illustre parfaitement la fréquence de résonance. Juste au bon moment, et ça marche. Okay. Et si je ne fais pas au bon moment, on voit qu'on perd de l'énergie. Donc soit je fais trop tôt, je vais ralentir et je vais me faire moins le doigt, soit je fais trop tard et je vais moins envoyer d'énergie dans le système. Donc s'il est déjà en train de partir et que je fais ça, je vais m'épuiser et puis il y a moins d'énergie qui va se transférer. Donc ça, phénomène de résonance, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste un phénomène dans notre univers. C'est comme ça. Mais c'est énormément exploité en technologie, comme vous le savez tous. Ce qu'il faut savoir maintenant, donc vous comprenez maintenant à peu près le phénomène de résonance, quel est le lien avec les antennes? Ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel objet conducteur, qui est conducteur d'électricité, donc par exemple le métal, peut potentiellement servir d'antenne. Là, j'ai mis un peu de texte, je vais le lire pour vous, vous n'avez pas besoin de le lire. Pour que le transfert d'énergie d'une antenne à une autre soit le plus efficace possible, donc on perd le moins d'informations, le moins d'énergie possible, les antennes émettrices et réceptrices doivent avoir idéalement la même géométrie, elles doivent mesurer une seule longueur d'onde, donc elles doivent avoir une certaine taille, et idéalement, elles doivent être séparées par un multiple exact. Donc, en d'autres termes, elles doivent avoir une certaine forme, une certaine taille, et elles doivent être à une certaine distance l'une de l'autre. Pourquoi c'est intéressant? Parce que là, on est en train de connecter les transferts d'informations avec géométrie, forme et distance. Retenez ça pour plus tard. D'accord? Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut quand même avoir un transfert d'énergie efficace si les antennes d'émission et de réception mesurent une fraction ou un multiple de la longueur d'onde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le principe des harmoniques. Donc, en musique, au solfège, on appelle ça les octaves. D'accord? Si je passe du Do d'une octave au Do de l'octave suivante,
C'est le même son. On a doublé la fréquence, mais c'est le même son. Si je suis à l'octave d'avant, c'est moitié moins, mais c'est le même son. Donc là, c'est pareil, il y a une loi mathématique qui régit notre univers, qui fait que pour une raison ou pour une autre, quand on double la fréquence, ça a la même résonance. C'est comme ça. C'est magique. Et donc, de la même façon que si on divise ou multiplie la fréquence d'une note par 2, spécifiquement par 2, elle a le même son. Si on multiplie ou on divise la longueur d'onde d'une antenne par 2, elle aura la même fréquence de résonance. D'accord? Donc j'ai donné quelques exemples, c'est pas important, mais donc 636 Hz, c'est le même son que 1272 Hz, etc. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie? Je vous ai promis que ça serait vulgarisé, mais vous avez toutes les infos. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'une antenne, le but d'une antenne, c'est uniquement d'exploiter le phénomène de résonance. C'est tout. Ça sert juste à ça. Donc idéalement, je vous ai mis une petite checklist. On veut un matériau conducteur, sinon ça ne marche pas. Idéalement, on veut une géométrie qui soit variable. Pourquoi on veut une géométrie variable? Parce que si la géométrie ne change pas, on n'a qu'une seule fréquence de résonance. Et du coup, on peut capter qu'un seul signal. Donc pour un corps humain qui est extrêmement complexe, si je peux capter un seul signal, je ne vais pas aller très loin. Je vois qu'il y en a qui hochent la tête, qui devaient y avoir pensé. Et donc idéalement, je vais avoir une taille variable aussi. C'est un petit peu la même chose. Donc par exemple, si vous vous posez la question dans les téléphones, c'est principalement sensible à quoi? Le Wi-Fi, la 4G, la 5G. Et en fait, c'est des antennes qui ont une forme un peu particulière avec des trous à l'intérieur. Et en fait, ça résonne avec plusieurs fréquences. Mais ce n'est pas quelque chose qui change de forme de manière dynamique, si vous voulez. C'est juste une forme qui est à peu près OK avec plusieurs fréquences. Et c'est notamment pour ça, petite parenthèse, plus on utilise les fréquences électromagnétiques avec la technologie, le monde dans lequel on vit, plus nécessairement il y a d'antennes, mais comme on ne peut pas avoir d'antennes qui sont parfaites parce qu'on ne peut pas avoir une infinité d'antennes, il y a beaucoup d'énergie qui est perdue. Cette énergie, c'est de l'infrarouge. L'infrarouge, réchauffement climatique. D'accord? Donc la pollution électromagnétique, ça contribue à ça. Ce n'est pas qu'une question de dioxyde de carbone. Fin de la parenthèse. Voilà. Vous suivez à peu près? Donc, on a expliqué quoi? On sait à peu près ce que c'est une onde, c'est une amplitude, c'est une longueur d'onde, c'est une fréquence, ok. Onde électromagnétique, ça se propage dans le vide, ça va des ondes radio aux rayons gamma, en passant par pas mal de choses. Comment ça fonctionne une antenne? Une antenne, déjà, à quoi ça sert? Ça permet d'exploiter le phénomène de résonance, donc de faire en sorte qu'une onde puisse agir à distance. Comment ça fonctionne? On utilise le phénomène de résonance et les harmoniques, c'est des lois de l'univers, c'est comme ça que ça marche. Et pour ça, il faut avoir un matériau conducteur et idéalement une géométrie variable, parce que quand cette géométrie varie, elle va résonner à une différente fréquence. On est tout bon? Donc là, on est resté dans la matière. On n'est pas dans le vivant. Là, c'est du mort. Maintenant, on va dans le vivant. Donc, je ne vais pas aller énormément dans les détails, sauf si pendant les questions, il y en a qui sont vraiment curieux, parce que ça, c'est le sujet d'une conférence à elle-même, à elle toute seule. Il y en a qui veulent essayer de deviner ce que c'est l'antenne biologique. Qu'est-ce que... Une usine, oui. C'est pour ça qu'on est interconnectés les uns les autres, et du coup, forcément, en fonction de nos fréquences, on a plus d'attirance ou de la répulsion. Ça joue, ouais. Les osselets dans les oreilles aussi, ça fait un rôle d'antenne. C'est cellulaire. Mais... Ouais. En fait, il y a des antennes à toutes les échelles. Là, ce dont je vais parler, c'est l'échelle la plus... celle qui peut vraiment changer de forme. Parce que, par exemple, les organes, ils ne changent pas particulièrement de forme. Ils sont là, ils sont fixés, donc ils ont une fréquence de résonance particulière. On va en parler à la fin quand on va parler des sons. Mais les organes ne bougent pas. Par contre, il y a quelque chose de bien plus fascinant, quoique les organes c'est fascinant aussi, mais c'est l'eau. Alors, donc, si je vous posais la question et que je vous disais, on est fait de combien de pourcents d'eau, j'entendrais des réponses de à peu près 60 à 80%. Voilà. Donc, la réponse définitive, c'est que en termes de poids, on est fait de 50 à 80% d'eau suivant notre âge.
quand un bébé naît, il est plein d'eau. Il est joufflu, tout ça. Bon, il y a du gras, mais il y a plein d'eau. C'est aussi pour ça qu'il est très souple. Plus on vieillit, plus on se déshydrate. Donc, avec l'âge, ça descend. Mais ça, c'est en poids. Donc, si on pesait toutes les molécules du corps, en poids, on a ce chiffre qu'on connaît tous. Par contre, si plutôt de peser, on comptait le nombre de molécules, là, on est 99,9% d'eau. Pourquoi cette différence? Parce que les molécules d'eau sont très très petites. Donc elles s'infiltrent partout, du coup il y en a partout, mais comme elles ne sont pas grosses, elles ne pèsent pas lourd. D'où la différence. Donc si notre corps est fait de 99,9% de molécules d'eau, peut-être que c'est important. Peut-être. Je spécule. Voilà. La partie où il y en a peut-être qui vont s'émoustiller, c'est que cette eau, idéalement, ce n'est pas de la flotte. Ce n'est pas du liquide. C'est principalement un cristal liquide. En biologie, je vais vous expliquer ce que c'est, hein, vous allez avoir des diagrammes, vous allez voir, c'est très beau. En biologie, les cristaux liquides, c'est plus la règle que l'exception. D'accord? Donc c'est rien de surprenant. Et les cristaux liquides, on sait très bien, il n'y a rien d'ésotérique, on sait tous que ça existe. Vous en avez probablement tous dans la poche. Vous avez déjà entendu parler d'un écran LCD? Ça veut dire quoi LCD? Liquid Crystal Display. Écran à cristaux liquides. Pourquoi? Parce que les cristaux liquides ont notamment une propriété optique, et avec certains champs électriques, on peut changer leur polarité, leur polarisation, ce qui change la lumière qu'ils émettent. Donc, le diagramme à droite, ça vous donne une idée de comment elle est répartie cette eau. Donc, le plasma sanguin, dans le sang, c'est que 7% de l'eau. 7% de l'eau, c'est dans le sang. 26%, c'est ce qu'on appelle le liquide interstitiel, c'est ce qu'il y a entre les cellules. 66%, donc 2 tiers, c'est dans les cellules, intracellulaires. Donc 2 tiers de notre eau, elle est dans les cellules. Et le dernier qui est là-haut, c'est le liquide céphalorachidien. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un cristal déjà? Avant qu'on passe à cristal liquide, on va peut-être parler de cristaux. Donc il y en a qui pensent à ça. On ne va pas parler des propriétés métaphysiques aujourd'hui, ce n'est pas le but. On va parler juste des propriétés physiques. Un cristal, ça ressemble juste à ça. Là, je vous montre un cristal de sel, chlorure de sodium. Alors, si vous regardez du sel de près, c'est des jolis cristaux aussi. La particularité des cristaux, c'est simplement que c'est des solides, hein, ce n'est pas des liquides, ce n'est pas des gaz, c'est des solides, dont l'arrangement des molécules est très ordonné. C'est tout. Donc là, si vous regardez ça, c'est bien rangé. Il y a plusieurs structures qui existent dans les cristaux. Ça, c'est une d'entre elles. C'est très cubique. C'est extrêmement ordonné. Ce qui leur donne des conductivités thermiques et ou électriques particulières. Et aussi des propriétés optiques. D'où les jolies couleurs. Okay. Ça, c'est juste cristal. Maintenant, cristal liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Un cristal solide, ça a cet ordre dans la structure qui est en 3D. Vous voyez, c'est en 3 dimensions. C'est ordonné en 3 dimensions. Un cristal liquide, c'est ordonné en 1 ou 2 dimensions. Donc il y a 1 ou 2 dimensions de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, deuxième point, un cristal liquide, ça peut changer de géométrie tout en conservant ses propriétés cristallines. Est-ce que c'est pas mal par rapport à ce qu'on a dit là? C'est pas mal. Donc ça a quand même ses propriétés cristallines, notamment de conductivité, et ça peut changer de géométrie. C'est pas mal. Donc cristal liquide, c'est un semi-conducteur, c'est pour ça qu'on peut mourir électrocuté, hein, on n'est pas isolant. Donc ça peut changer de géométrie tout en conservant les propriétés cristallines, et donc qui dit géométrie, ça c'est un rappel de ce qu'on a dit avant, et qui dit géométrie dit signature vibratoire ou fréquence. Hein, si je vous remontre ce qu'on a fait il y a 3 quarts d'heure, ça, fréquence associée à une géométrie. Ok? Même chose pour l'eau. Voilà. Et plus spécifiquement, quand on regarde de près, donc ça c'est la molécule d'eau. Vous la reconnaissez peut-être, on la surnomme Mickey en général. Ce sont H2O, 2 hydrogènes, 1 oxygène. L'eau, elle forme toujours un angle entre ces deux hydrogènes. Il y a un angle. Ça peut ouvrir, fermer.
Cet angle, il va de 104,5 à 109 degrés. Suivant l'angle, ça change la structure de l'eau. Donc déjà, on a, ok, géométrie variable. C'est comme une antenne qui change de forme. Mais c'est pas tout. Parce que si c'était juste ça, bon, on a, voilà, ça bouge, mais c'est pas énorme. Mais en fait, l'eau, elle peut aussi former des agrégats. Donc là, il y a des exemples à droite, vous n'avez pas besoin de tout retenir, on s'en fiche. C'est juste imaginer que les molécules d'eau, elles se combinent entre elles. Et donc là, on a un nombre de combinaisons infini. Et ces agrégats, ces combinaisons, ça permet notamment ce qu'on appelle le repliement des protéines. Donc là, on voit que, ok, le cristal liquide, qui est l'eau, sensible aux ondes électromagnétiques, peut affecter la biochimie. Pourquoi? Parce que autour de cette protéine, il y a de l'eau partout. Tout est entouré d'eau. S'il y a des parties qui se structurent, des parties qui restent liquides, ça va changer la forme, ça va plier, comme quelqu'un qui fait des origamis. C'est exactement ce qui se passe avec l'eau. Donc là, on vient de connecter l'électromagnétisme à travers l'eau avec la biochimie. Vous suivez à peu près? Donc, si on récapitule, l'eau forme un cristal liquide, qui est un semi-conducteur. L'eau est sensible au champ électromagnétique. Et elle peut varier sa géométrie. À droite, c'est le même exemple que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les plaques de sable qui vibrent. Mais c'est observé, ça c'est dans l'eau. C'est un chercheur britannique qui a conçu un appareil pour observer l'eau quand elle est exposée aux fréquences. C'est le même principe qu'avec le sable, les plaques qui vibrent, mais dans l'eau. Donc là, c'est plus intéressant parce qu'on n'est pas fait de sable, on est fait d'eau. Donc on a montré, ça peut potentiellement affecter in vivo. Oui? Avant qu'on passe aux exemples, parce que j'aime bien vous faire attendre, j'ai une confession à vous faire. Ouh là là. J'ai un passe-temps, inhabituel, un peu particulier. Ce passe-temps, c'est j'aime bien dégommer les études scientifiques. J'adore ça. Surtout celles qui sont considérées comme vraies, mais qui ne le sont pas. Donc là, je vais faire une petite parenthèse, avant que je vous donne des exemples concrets que, voilà, là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. C'est notamment les études scientifiques qui disent le Wi-Fi, c'est inoffensif, la 4G, c'est inoffensif, le 5G, c'est inoffensif, etc. Ouais. Mais je vais vous montrer pourquoi c'est faux. Okay. Donc, un des arguments, c'est que, je prends l'exemple du Wi-Fi. Un des arguments, c'est que le Wi-Fi, c'est inoffensif, car c'est une radiation qu'on appelle non ionisante. Une radiation ionisante, ça veut simplement dire que c'est une radiation qui est suffisamment puissante pour dégager des électrons aux molécules ou aux atomes, et notamment, ce qui peut notamment endommager l'ADN. Okay. Donc, l'idée, avec cet argument, c'est que tant que ce n'est pas ionisant, comme les rayons X, comme les rayons gamma, comme les radiations, c'est inoffensif. Donc, le problème, c'est qu'il y a une supposition derrière cette affirmation, c'est qu'on suppose que la seule façon de causer des dégâts, c'est en endommageant l'ADN. Vous voyez déjà, il y a un problème de logique. Des problèmes comme ça, il y en a tout le temps dans les études scientifiques, tout le temps. Il y a toujours des suppositions. La chose suivante qu'on a tendance à voir, c'est que la puissance utilisée, les normes qu'ils utilisent, elle est extrêmement faible. Donc là, pour un routeur Wi-Fi, c'est 0,1 watts. En comparaison, quand il fait soleil, c'est 1000 watts par mètre carré. Donc si, disons, mon corps, la surface de mon corps, c'est 1 mètre carré, et que je suis exposé au soleil, je vais recevoir 1000 watts de puissance. C'est pour ça qu'on a des panneaux solaires. Hein. C'est comme ça que ça marche. Donc, en gros, le soleil, on dit, ce serait 10 000 fois plus puissant pour 1 mètre carré que le routeur Wi-Fi. Là, il y a une autre supposition que je vais explorer plus tard, mais c'est pareil, ce n'est pas un argument valable. Et ensuite, ils disent, voilà, c'est les principales organisations de santé comme l'OMS, ils n'ont trouvé aucune preuve cohérente et reproductible. Il y a des conflits d'intérêts là-dedans, peut-être. Il y a des conflits d'intérêts, mais en fait, je cherchais une analogie pour vraiment illustrer ça. En fait, quand ils font ce type d'études, ils vont exposer des gens pendant une certaine période à du Wi-Fi. Et certaines études, ils disent ils n'ont pas plus de cancer, par exemple. Je cherchais une analogie, je ne sais pas si elle est parfaite, mais elle illustre un petit peu ce que je veux dire. C'est comme si vous testiez l'efficacité d'une tondeuse, ou
Voilà, une tondeuse à gazon, si elle est pas dangereuse. Vous voulez tester ça et vous mesurez si le goût du café est le même. Okay. En gros, la supposition, si je mesure les taux de cancer en exposant les gens au Wi-Fi, ça veut dire que je suppose que la seule conséquence possible, c'est les cancers. Ce qu'il faut savoir avec les études scientifiques, c'est que ça coûte cher. Il y a beaucoup de gens qui galèrent à avoir du financement. Souvent, quand il y a du financement, il y a des conflits d'intérêts. Et que c'est impossible, dans une étude scientifique, d'étudier tout. C'est impossible. Donc forcément, on mesure une chose, si ce n'est pas statistiquement, il y a le concept de statistique qu'on peut manipuler, mais si ce n'est pas statistiquement pertinent, voilà. Mais en fait, pour être sûr, il faudrait tout regarder. D'accord ? Et aussi, chose logique, l'absence de preuve ne veut pas dire la preuve d'absence. D'accord ? Et pour ce qui est de la puissance, ça c'est quelque chose qui est, très courant, c'est que cette conclusion, donc, qui est récurrente et qui est complètement erronée, elle repose sur une supposition, une autre, selon laquelle un stimulus, donc des stimuli plus forts, produisent forcément des réponses plus importantes. Donc ça, c'est très cartésien. C'est plus je tape fort, plus ça va faire mal. C'est un peu l'idée. Plus je force, mieux ça marche. Sauf que, les systèmes biologiques, donc le corps, ils défient totalement cette logique. Les cellules et les tissus, dont on est fait, sont des systèmes qu'on appelle non linéaires. C'est-à-dire que une petite pichenette peut créer des résultats énormes. Ceux qui sont, je sais qu'il y en a dans la salle, ceux qui sont thérapeutes, notamment thérapeutes énergétiques, ils savent que une petite chose, des fois, hop, ça peut guérir un truc énorme. Donc c'est des systèmes qui sont non linéaires. C'est ce que ça veut dire non linéaire. C'est-à-dire une petite chose, résultat exponentiel. Hors équilibre, ça c'est plus un terme de thermodynamique, mais ça veut dire qu'on n'est jamais en équilibre. C'est impossible. Être en équilibre, c'est rigor mortis, la mort. On n'est pas en équilibre parce que l'énergie elle rentre et sort en permanence. C'est ce qu'on appelle la vie. Et c'est des organismes qui sont cohérents. Il y a de la cohérence derrière, sinon ça ne marcherait pas. Et donc, notre organisme, il est capable de réagir à des fenêtres de fréquences qui sont très spécifiques et à des intensités très spécifiques. Donc par exemple, la rétine, certains capteurs dans la rétine sont capables de réagir à un photon. Donc un photon, il n'y a rien du tout. Mais un photon suffit à avoir des répercussions derrière. Donc ça, c'était la fin de ma confession. Voilà. Donc là, on va... Comment ? C'est un très bon hobby. Ouais, j'adore ça. Il faudrait en voir un peu plus. Ouais. Il faut suivre à qui profitent les... C'est toujours pareil, il faut suivre l'argent. Il y a toujours des conflits d'intérêts et il faut aussi reconnaître que déjà, on nous a un peu formaté à penser que dès que quelque chose est scientifique, c'est vrai. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que bien que les principes de la méthode scientifique soient irréprochables, leur application par des humains ne l'est pas. Parce qu'on n'est jamais irréprochable, on fait toujours des bêtises. Et on a toujours des angles morts. Là, les suppositions dont je vous ai parlé, là je vous en parle, vous faites « duh », évidemment. Mais quand on s'en rend pas compte, on s'en rend pas compte. Bon, maintenant, on passe à ce que vous attendiez tous. Les exemples concrets. Alors, je vais commencer par mon sujet préféré, et vous allez comprendre pourquoi je porte ces drôles de lunettes. Je vais commencer avec ça. Quand je parle de fréquence du bien-être, j'ai une philosophie particulière. C'est que je pars du principe que Mère Nature, elle fait bien les choses. Je pars du principe que si notre corps, l'être humain, a évolué dans un environnement qu'on appelle naturel, avec le temps, il y a eu une symbiose. On a appris à utiliser notre environnement pour nous aider. Et Mère Nature, accessoirement, elle a quelques milliards d'années d'avance sur les humains. Okay. Et je n'ai pas l'audace je ne prétends pas savoir mieux que Mère Nature. Tout ce que je fais, c'est que j'observe et j'essaie de comprendre. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on explore des fréquences qui sont naturelles et bénéfiques. Ça vous va ? Donc, on va commencer par la lumière bleue. Donc, qui commence à être un sujet qui se popularise, qui est aussi, d'ailleurs, ça se voit, parce que les opticiens, ils en profitent bien. Ils vendent des lunettes maintenant qui filtrent la lumière bleue. Donc, ce qu'il faut comprendre avec la lumière bleue, je vais vous raconter une petite histoire.
dans notre œil, vous savez certainement qu'on a des cônes et des bâtonnets. Les cônes et les bâtonnets, c'est donc ce qu'on appelle des photorécepteurs. Donc récepteurs photo pour lumière, récepteurs, donc c'est des récepteurs de la lumière, qui sont responsables de la vision. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas les seuls photorécepteurs qu'on a dans les yeux. On a des photorécepteurs qui sont non visuels, c'est-à-dire des photorécepteurs qui ne servent pas à la vision. Parmi ceux-ci, on en a un qui s'appelle la mélanopsine. Et ce qu'on a découvert, ce qui est intéressant, c'est que la mélanopsine, elle est apparue avant les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'œil, il ne sert pas à la vision de base. La vision, c'est apparu plus tard. À quoi sert la mélanopsine? À capter spécifiquement la lumière bleue. Donc si on a un capteur, un récepteur, qui s'appelle la mélanopsine, qui est spécifiquement sensible à la lumière bleue, qui est apparu avant même les cônes et les bâtonnets, peut-être que c'est important. Pourquoi la lumière bleue spécifiquement? Donc là, si vous regardez à droite, ça représente le trajet du soleil dans une journée. Donc ça commence, lever du soleil, zénith, ça se couche. Au lever du soleil, je ne vais pas vous poser la question, on est dans les tons rouge-orangé. Plus ça monte, plus c'est une lumière qui est blanche. Quand on est au zénith, on est au plus blanc de la journée, lumière la plus blanche, et ensuite on descend progressivement et on revient là où on a commencé. Oui? Donc Mère Nature, c'est la conclusion. Mère Nature, elle a très bien compris que si je voulais connecter un organisme vivant avec les cycles naturels, et notamment le cycle de 24 heures, je pouvais utiliser la lumière bleue parce que ça varie de manière prévisible tous les jours. Donc la nuit, il y en a 0. Au lever du soleil, il n'y en a quasiment pas. Ça monte progressivement jusqu'au zénith, et ça descend à nouveau jusqu'au coucher. Et ensuite, après le coucher, il n'y en a plus. Donc Mère Nature a très bien compris que si je veux être en harmonie avec mon environnement, il me faut un signal spécifique qui est prévisible, qui va varier avec le soleil. Ce signal, c'est la quantité de lumière bleue dans notre environnement. Et du coup, ce qu'on sait maintenant, c'est que la lumière bleue qui rentre dans nos yeux, elle est directement connectée à notre cerveau. D'ailleurs, petite anecdote, les yeux, c'est la seule partie du cerveau qui est exposée à l'air libre. De la même façon que les dents, c'est la seule partie du squelette qui est exposée à l'air libre. Voilà. Vous coucherez moins con. Donc, il y a une connexion directe entre ces pigments qu'on appelle les mélanopsines, ces photorécepteurs, et le cerveau. Et en fait, la quantité de lumière bleue, c'est littéralement le chef d'orchestre de notre physiologie. Donc je prends un peu de temps pour expliquer ça parce que c'est énorme. Je pourrais faire une conférence entière là-dessus. Moi, ça m'amuserait, vous peut-être moins. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, ça couple notre biologie au cycle du soleil. Et du coup, de manière générale, en journée, actif, la nuit, dodo. Ça, c'est la façon la plus simple. Ça a des répercussions sur absolument tout. Sur nos niveaux d'énergie, sur notre humeur, sur notre digestion, notre élimination, nos hormones sexuelles, tout. Et donc, ça se manifeste notamment par l'interaction entre le cortisol et la mélatonine. Mais cet équilibre, c'est pour ça que j'ai mis ce dessin-là, quand il y en a un qui est haut, l'autre il est bas. Donc quand le cortisol il est haut, la mélatonine est basse. Quand la mélatonine est basse, vous comprenez? Et toutes les hormones s'influencent entre elles. Donc dès qu'on influence ça, on influence tout le reste. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que la lumière bleue génère la sécrétion de cortisol, à elle seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à elle seule, je peux avoir l'hormone du stress, le cortisol, juste en étant exposé à un écran, juste en étant exposé à une mauvaise lumière. Quand on sait ce que fait le cortisol, ça permet notamment de mobiliser du sucre dans le sang pour répondre à la menace. En d'autres termes, j'aime bien dire ça pour faire un peu sensation, la lumière bleue, à elle seule, peut encourager le diabète. Même si je ne mange pas de sucre. Pourquoi? Parce que ça mobilise le sucre dans mon foie, dans mes muscles, pour mettre en circulation. Okay. C'est pour ça que je suis moyennement fan des programmes pour diabétiques qui sont dans un hôpital avec des lumières horribles. Hein? Il faut les foutre dehors. Et la lumière bleue, j'ai écrit une publication aujourd'hui sur Instagram sur ça, ça affecte énormément la dopamine.
Donc la dopamine, en général, on sait que c'est associé avec l'addiction. Si vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre de la lumière bleue dans nos écrans, dans nos lampes, etc., et pas du rouge ou du vert Ça vient des casinos à Las Vegas dans les années 50. Ouais. Ouais. Ce qu'on a observé, c'est que quand on met plein de lumière bleue et qu'on bloque les fenêtres aussi, en fait, les gens, ils restent plus longtemps. Pourquoi? Parce que ça augmente les niveaux de dopamine. Donc on a envie. Okay. Le problème, c'est que quand on est exposé à la lumière bleue en permanence, on vient saturer, et c'est comme avoir la dopamine qui est très basse en permanence. Donc on perd la motivation, les petits plaisirs, ça fait plus rien. On a constamment envie de café, de sucre ou de réseaux sociaux. Okay. On est fatigué, etc. Ce qui nous rend de meilleurs consommateurs. C'est pour ça que c'est sur nos écrans. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir avec la lumière bleue, le problème, c'est que c'est perturbé depuis à peu près 150 ans, même moins que ça d'ailleurs. 1881, c'est le premier éclairage public en France, électrique, à Paris. Donc c'était il y a 144 ans. Depuis, ça s'est, avec EDF, qu'on aime tous, ça s'est popularisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'on a des lampes artificielles, au début ça allait parce qu'on avait de l'incandescent. L'incandescent, c'est beaucoup mieux. Depuis qu'on a banni l'incandescent, c'est catastrophique. Sauf que nous, on est nés là-dedans, donc on ne se rend pas compte. Mais donc depuis moins de 150 ans, on a complètement perturbé tout ça. Quelle est la solution? C'est juste vers nature. Aller dehors le plus souvent possible, et c'est pour ça que je porte ça le soir. C'est parce que je protège mon sommeil, je protège mes hormones, je protège ma dopamine, etc. C'est la seule façon de faire. Donc, ça c'était le bleu. Je vous ai ennuyé là-dessus. C'était le moins excitant, mais potentiellement le plus important. Infrarouge. Donc là, on va parler plus de comment avoir une belle peau, comment détoxifier, comment faire plein de choses. Je vais aller assez vite sur ces choses-là. Ce que je vous propose, c'est que s'il y a un point qui vous intéresse, dans les questions-réponses, on y vient. Donc l'infrarouge, on peut le diviser en plusieurs fenêtres. On peut faire l'infrarouge proche, qui va jusqu'à 2500 nanomètres de longueur d'onde. Celui-là, il permet de réduire l'inflammation. Il permet d'avoir un meilleur flux d'électrons, donc c'est juste dire plus d'énergie. Et il permet de produire de la mélatonine aussi. Donc même, indépendamment de la lumière bleue, l'infrarouge permet de produire de la mélatonine, et donc d'avoir énormément d'antioxydants dans le corps. Les infrarouges qu'on appelle moyens, ça augmente la quantité d'eau structurée, donc c'est le cristal liquide dans le corps. L'eau structurée, c'est juste le nom du cristal liquide. Ça augmente sa quantité de 400%. Donc c'est énorme. Et ça a un impact sur la détoxification. Donc si vous voulez, dans les questions-réponses, on y revient. Mais ça a un impact sur la circulation sanguine. Donc ceux qui ont du mal, notamment de l'hypertension, des choses comme ça, ça peut aider. Ça aide pour la circulation de la lymphe, etc. L'avantage de l'infrarouge, c'est qu'il y en a dans le soleil à toute heure, en toute saison, du lever au coucher. Quelles sont les autres sources d'infrarouge? Le sauna, c'est ce que j'ai mis en haut à droite. Le fait de marcher, quand je marche et que mon corps se chauffe, c'est des infrarouges. En particulier, c'est des infrarouges moyens. Les infrarouges moyens, c'est ceux qu'on ressent comme de la chaleur. Ceux-là, on ne les ressent pas comme de la chaleur. Le feu, c'est aussi une source d'infrarouge. Faire des câlins, demain c'est à Saint-Valentin, faire des câlins, c'est aussi une source d'infrarouge. Okay. Donc ça, hyper important. Et le problème, c'est que dès qu'on est à l'intérieur, donc le problème avec ça, c'est que quand on est à l'intérieur, même s'il fait beau dehors, dès qu'on a les fenêtres fermées, plus d'infrarouge. Pourquoi? Isolation thermique. Donc pour des raisons d'économie d'énergie, pour la même raison qu'on a banni les incandescentes, on n'a plus d'infrarouge à l'intérieur. Ça a des conséquences. Si vous voulez, on peut en parler dans les questions-réponses, mais l'infrarouge, c'est aussi notamment ce qui aide à ne pas prendre de coups de soleil, et à bronzer, et à avoir de la vitamine D sans cramer. On pourra en parler si vous voulez. En parlant de ça, mon sujet préféré. Je vais le dire tout de suite. Dire que le soleil cause des cancers de la peau, c'est comme dire que les voitures causent des accidents. Okay, c'est la même logique. Le problème, c'est qu'on fait les choses n'importe comment. Les ultraviolets, ils étaient là il y a très longtemps. Donc il y a deux types d'ultraviolets qui sont intéressants. Les ultraviolets de type A et les ultraviolets de type B. Ceux qu'on connaît, enfin en général, on ne sait pas forcément, mais les ultraviolets de type B, c'est ceux qui nous permettent d'avoir la fameuse vitamine D.
Je vais vous le dire aussi, il n'y a pas de vitamine D en ce moment. Même si, là, il a fait assez beau aujourd'hui, même si je me mettais nu au soleil 3 heures, je n'aurais pas de vitamine D. Pourquoi? Parce que le soleil n'est pas assez haut dans le ciel. Si vous voulez prendre des notes, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut pour avoir de la vitamine D. Il faut 2 critères. Le premier, c'est ce que j'ai montré là, il faut que le soleil soit au moins 30 degrés au-dessus de l'horizon pour qu'il y ait des UVB. S'il est plus bas, il n'y a pas d'ultraviolet de type B. Donc, forcément, en hiver, le soleil il est plus bas, il n'y a pas d'ultraviolet de type B. Le deuxième critère, ça c'est plus sur l'appli météo que vous pouvez voir, c'est qu'il faut que l'index ultraviolet soit de 3 ou plus. Si c'est 1 ou 2, ça ne marche pas. Ce que vous pouvez, si vous lisez entre les lignes aussi, vous allez comprendre que, d'accord, donc il faut que le soleil soit assez haut dans le ciel. C'est exactement le moment où on nous dit de ne pas aller au soleil. Donc en d'autres termes, on nous dit de ne pas aller au soleil, on nous vend de la crème solaire, du coup on est carencé en vitamine D, du coup on nous vend des ampoules de vitamine D, qui ne remplacent pas du tout le soleil, je vous dis d'ailleurs. Ça fait juste remonter la forme de stockage, mais ça n'a rien à voir avec rien à voir. C'est mieux que rien si on est carencé de manière critique, mais ça n'a rien à voir. Bref, vous avez compris, ça ne va pas du tout. Les UVA, ceux-là on les connaît bien, c'est ceux qui font le bronzage. Le bronzage, c'est juste la quantité de mélanine, qui est un pigment qui augmente. Ça permet, très important, donc là c'est pareil, pendant les questions, si vous voulez, on explore un peu plus. Les ultraviolets de type A, ça permet notamment d'améliorer l'équilibre hormonal. Ça affecte les hormones thyroïdiennes, indépendamment de ce que je mange. Ça affecte les hormones sexuelles, progestérone, œstrogène pour les femmes notamment. Ça affecte la testostérone. Ça affecte, anecdote pour ça, est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler du médicament qu'on appelle l'Ozempic? Non. Vaguement. Donc c'est un médicament qui est surtout vendu en Amérique du Nord, mais c'est un laboratoire européen. C'est un médicament qui permet de perdre du poids. Okay. Il y a énormément de controverses là-dessus parce que les effets secondaires sont atroces. Ce qu'il faut savoir avec ce médicament, c'est qu'il fonctionne par le même mécanisme que les ultraviolets. Parce que les ultraviolets permettent aussi de réguler notre capacité à brûler des graisses. Deuxième anecdote. J'en ai plein dans ma poche arrière. Si je porte des lunettes de soleil, des lunettes de vue ou des lentilles de contact, ça ne marche plus. En d'autres termes, si vous savez ce que c'est un perturbateur endocrinien, quelque chose qui perturbe l'équilibre des hormones, vos opticiens vous vendent des perturbateurs endocriniens. Si vous lisez entre les lignes. Sauf que personne n'est au courant, personne ne le dit. C'est mieux de le savoir. Donc santé métabolique, c'est un peu ce que je disais avec le fait de pouvoir perdre du gras. Et les ultraviolets, ça permet aussi de bénéficier de ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Ça n'a rien à voir avec les hormones. L'effet photoélectrique, c'est le prix Nobel d'Einstein en 1921, qui stipule que lorsque de la lumière ultraviolette frappe un semi-conducteur, donc maintenant vous savez que le corps est un semi-conducteur, qu'est-ce que ça fait? Ça génère des électrons. Qu'est-ce que c'est les électrons? C'est pareil, on peut en parler un peu plus si vous voulez. Les électrons, c'est de l'énergie, c'est un antioxydant, et ça permet de réguler le pH du corps. Parce que le pH, c'est pareil, on a tendance à oublier, pH, c'est uniquement une mesure d'électricité dans une solution. Ça n'a rien à voir avec de la chimie. Quand le pH il est bas, c'est-à-dire qu'on manque d'électricité. C'est tout. Réduction de la pression sanguine, hyper important. Donc se mettre au soleil, non seulement pour les infrarouges, mais aussi pour les ultraviolets, ça réduit la pression artérielle parce que ça améliore la pression sanguine. Ça améliore la circulation sanguine. Okay. L'humeur, ça aussi sécrète des endorphines. Quand on a des douleurs chroniques, ça va aider ça, etc., etc. Tout ça juste en s'exposant aux ultraviolets. Donc ça, forcément, ça dépend de la saison. Il existe des applications gratuites qui nous permettent de savoir où est le soleil dans le ciel et s'il y a des UV ou pas. On peut la mettre sur le téléphone. C'est très bien. Ça nous envoie même une notification quand est-ce qu'il y a des ultraviolets, la vitamine D, par exemple. Donc c'est pratique, il n'y a pas besoin de le savoir. Donc ça, c'était les ultraviolets, c'est mon sujet préféré, parce que c'est controversé. Ok, donc là, on a parlé de lumière, on est d'accord? Bleu, infrarouge, ultraviolet, je pourrais parler du rouge aussi. Le rouge, c'est un peu l'antidote au bleu. Et le problème, c'est que le rouge, c'est pareil, les vitres, ça en filtre une partie. Donc là, on a parlé de lumière. Maintenant, on va parler d'autres fréquences qui viennent de la Terre. Il y en a qui ont dû entendre parler de la résonance de Schumann. Oui. Donc, résonance de Schumann, certains en ont peut-être entendu parler. Est-ce que vous savez d'où ça vient? La résonance de Schumann, ça vient de la foudre.
Donc même si là, actuellement, il n'y a pas de foudre, il n'y a pas d'orage, sur l'ensemble du globe, il y a à peu près 100 éclairs par seconde. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe avec les éclairs? Il se passe que, bon, ça vous parle l'atmosphère, hein? Bon, il y a des couches, il y a l'atmosphère, il y a la ionosphère, stratosphère. D'accord. Bon, entre la surface de la Terre et la ionosphère spécifiquement, ça forme ce qu'on appelle une caisse de résonance. Caisse de résonance, c'est comme si vous jouez de la trompette, le son, le vent, c'est dans une caisse de résonance, ça vibre et ça fait un son. Okay. Donc entre la ionosphère et la surface de la Terre, ça fait une caisse de résonance. Il se trouve qu'avec les éclairs, ça fait dou, ça rebondit. À une certaine fréquence, ça fait le tour de la Terre. Cette fréquence, c'est la résonance de Schumann. Okay. En quoi c'est intéressant la résonance de Schumann? Ça régule le rythme physiologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a observé que quand on enferme des gens dans une cage de Faraday, donc des murs qui sont isolés du reste du monde complètement, eh bien, ils dormaient plus à l'heure, ils n'allaient plus à la selle à l'heure, ils perdaient l'appétit à l'heure, enfin bref, tout était déréglé. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la résonance de Schumann, de par sa fréquence d'à peu près 7,83 Hz, ça correspond aux ondes cérébrales de type alpha et ou θ. Ça parle peut-être à certains qui font de la méditation. Alpha, θ en particulier, c'est quand on est bien dans sa méditation. On est loin. Okay. Donc ça permet, la résonance de Schumann, quand on y est exposé, de calmer le système nerveux. Il y a une autre chose, c'est le géomagnétisme. Donc le champ, là on parle de magnétisme, le champ magnétique de la Terre. Donc là il y a une fréquence variable. Ça va aussi du coup affecter les ondes cérébrales, pour la même raison. Vous avez entendu parler de la cohérence cardiaque? Oui, c'est populaire ça aussi. Donc c'est quoi? C'est 5 secondes j'inspire, 5 secondes j'expire. Ok. Donc ça veut dire 6 respirations par minute. Oui. 6 respirations par minute, si je fais le calcul, je vous l'épargne, ça fait 0,1 Hz. Okay. C'est exactement la même fréquence que le champ magnétique de la Terre. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Et la Terre, c'est aussi une source infinie d'électrons. Je vous ai dit quoi que c'est quoi la résonance de Schumann? C'est la foudre. La foudre, c'est quoi? C'est l'électricité. À chaque fois qu'il y a la foudre qui s'abat sur la Terre, ça recharge la surface de la Terre en électrons. Ces électrons, on peut les absorber quand on est pieds nus. Okay. D'accord. On peut décharger, on peut appeler ça, on décharge l'électricité statique, la pollution électromagnétique, et on absorbe l'électricité propre, si vous voulez. À votre avis, pourquoi est-ce que quasiment toutes les installations électriques sont connectées à la Terre? Parce qu'on a remarqué que c'était plus stable. Hein. Pourquoi on n'est plus connecté à la Terre? Parce que maintenant, Nike utilise du caoutchouc. Et plus du cuir. Donc, et aussi ce qui est intéressant, là, à nouveau, Mère Nature fait bien les choses. Où est-ce qu'on a le plus de glandes sudoripares? Donc les glandes qui nous font transpirer. On a les mains, on a les aisselles et sous le pied. Pourquoi? Parce que ça augmente la conductivité électrique. Ça permet de mieux absorber les électrons. C'est pour ça qu'on a des glandes sudoripares sous les pieds. Okay. Donc, comme je disais tout à l'heure, électrons, régulation du pH, énergie, antioxydants, etc. Donc la solution, pour en bénéficier, pieds nus. Donc en gros, si vous suivez jusqu'à maintenant, c'est pieds nus et nus. Oui. Vous avez bien fait de venir. Et au soleil. Ouais. Quand il y a 30 degrés. Voilà. Non, tout le temps. Voilà. Tout le temps. Ok. Maintenant, les sons. Ça va pour l'instant? Ça vous plaît les exemples? Ah oui, ouais. oui. Donc, les sons. Le fait de fredonner. Le fait de fredonner, ce que certaines personnes font naturellement quand ils sont un peu anxieux. Le fredonnement, ça stimule énormément le nerf vague, qui est donc le 10e nerf crânien, qui est le principal nerf du système nerveux parasympathique. Ça calme. Ce que ça fait aussi, ça augmente énormément la production de NO, donc le monoxyde d'azote, ou l'oxyde nitrique, qui est très bien, qui est notamment la première barrière de défense en termes immunitaires. On sait aussi que le chant des oiseaux, ça calme le système nerveux. Ouais, sauf les perruches, parce qu'ils n'ont rien à faire là. Ce qu'on sait, c'est que l'eau structurée, donc le cristal liquide dont je vous parlais tout à l'heure, ça réagit aux ondes électromagnétiques, ça réagit aussi
aux ondes acoustiques, ce qu'on appelle les phonons. Donc on a les photons. Photons, c'est particules de lumière, d'ondes électromagnétiques. On a les protons, c'est particules positives. On a les électrons, c'est particules négatives. On a les phonons, c'est les ondes acoustiques, si vous voulez. Et quelque chose que la plupart des gens qui font de la sonothérapie ne savent pas, et que je suis ravi de vous le dire, de vous partager, c'est que quand on a les ondes sonores qui se propagent, avec un bol tibétain, avec peu importe, en fait, ces ondes sonores, quand elles se propagent, il y a des collisions entre elles. On appelle ça des collisions inélastiques. Parce que si c'était élastique, ça fait boing, et il n'y a pas d'énergie qui se perd. Là, c'est inélastique, il y a une collision, et il y a de l'énergie qui se perd. Cette énergie se dissipe sous forme d'infrarouge. Ok. Donc c'est pas juste la fréquence, le son, c'est bien fait, c'est aussi que ça génère des infrarouges directement sur le corps. L'infrarouge, on en a parlé tout à l'heure. Okay. Donc là, qu'est-ce que je vous ai mis à droite? Je vous ai mis 2 systèmes qui sont très anciens, qui ont très bien compris comment utiliser les sons pour guérir certaines choses. Le premier, c'est les 7 chakras. 7 chakras, donc le long de la colonne vertébrale, on a 7 notes. On a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ça correspond exactement à ces choses-là. Dans la traduction védique, ils ont des syllabes particulières pour chacun des chakras qu'on peut utiliser pour guérir ce qui se passe à ce niveau-là. Que ce soit la glande, que ce soit le plexus, que ce soit le thème psycho-émotionnel associé. Ça, c'est dans cette tradition-là. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a 6 sons associés avec 6 organes. Les 5 organes yin et le triple réchauffeur. Donc par exemple, pour le foie, c'est le son sh. D'accord? C'est plus des consonnes, eux. Ils utilisent plus des consonnes. Le cœur, c'est ce qu'on fait naturellement. Okay. La rate, donc tout ce qui est responsable de la digestion, c'est après un gros repas. Hein, c'est marrant, hein? C'est pas pour rien. Okay. Donc on pourrait en parler longtemps, du son. On pourrait aussi spéculer de quelle fréquence, à quel rôle. Mais déjà, vous avez les bases. Okay. Et vous savez que même si vous fredonnez, même si vous faites n'importe quoi, c'est bénéfique. Quoi? On fait ça tous les jours. Parfait. Ensuite, pensée et émotion. Alors, voilà. Donc, instinctivement, on est capable de capter les signaux émis par les émotions. Hein, le ton de la voix, la posture. Hein, vous m'analysez depuis le début, certainement. Les voilà, j'y arrive pas. Micro-expressions. Les vibrations invisibles. Ça, vous captez instinctivement. Tout ça, c'est des vibrations. Par exemple, alors c'est censé être une flèche. Il n'a pas aimé. Le trac, quand on a le trac, qu'est-ce qui se passe? Hein, le cœur qui s'accélère, les mains moites, la boule au ventre, on connaît tous. Si vous voulez essayer, s'il y en a un volontaire qui peut se mettre là, je sais pas. Pas possible. Hein? Sentiment de joie intense, c'est chaleur dans la poitrine, les larmes aux yeux, etc. Donc on sait tous que certaines émotions peuvent déclencher des effets dans le corps. On le sait tous. C'est ce qu'a dit Philippe au début. D'accord? Ouais. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis à droite. En passant, si vous voulez, je vous envoie les diapos. Comme ça, vous pourrez regarder de près. Parce que je sais que vous êtes loin, c'est un écran qui est... Voilà. Donc si vous voulez, vous aurez mon adresse mail, tout ça. Ça, il y en a peut-être qui sont déjà familiers. C'est l'échelle de David Hawkins. Ce qu'il a fait, David Hawkins, c'est qu'il a calibré les émotions et il leur a donné un niveau vibratoire. Pour faire ça, il a utilisé ce qu'on appelle la kinésiologie. Vous ne connaissez pas. La kinésiologie, pour déterminer quelle est la fréquence vibratoire de chaque émotion. Donc, je vais vous les lire parce que j'imagine que vous n'avez pas de jumelles, mais qu'il y ait des jumelles dans la salle. L'émotion la plus basse, pour vous donner une idée, c'est la honte. J'ai honte de moi. C'est je ne mérite pas d'exister. Juste au-dessus, la honte, ensuite, c'est la culpabilité. Je me sens coupable. J'ai fait quelque chose de mal. Okay. Ensuite, c'est l'apathie. Il n'y a rien qui compte. Voilà. Ensuite, il y a le chagrin. Ensuite, il y a la peur.
Donc, on aurait tendance à penser que la peur, c'est plus bas, mais non. Parce que quand on est apathique, plus rien qui compte. Et quand on a honte, c'est pire que ça. C'est je ne mérite même pas d'exister. Donc la peur, c'est calibré à 100, pour vous dire. C'est une échelle qui va de 0 à 1000. La peur, c'est à 100. Au-dessus de la peur, c'est le désir, mais dans le sens la convoitise. C'est... OK. Au-dessus du désir, la colère. Donc pourquoi la colère, c'est au-dessus? Parce que la colère, quand c'est canalisé proprement, ça permet de faire quelque chose. D'accord. Au-dessus de la colère, c'est la fierté. Donc quand je suis trop fier, trop d'orgueil. Voilà. Et ensuite, à 200, c'est la transition entre ce qu'on appelle les émotions négatives et les émotions positives. C'est le seuil. 200, c'est le courage. Le courage de changer. Le courage de faire quelque chose de différent. Okay. Ensuite, on a la neutralité. La neutralité, c'est dans le sens j'accepte ce qui est. D'accord. C'est je ne juge pas. J'accepte ce qui est et je fais de mon mieux. Ensuite, on a la volonté. Je fais preuve de bonne volonté, je fais changer les choses. Ensuite, on a l'acceptation totale de ce qui est. Donc ça va plus loin que la neutralité. Ensuite, il y a la raison, l'amour, la joie, la paix et l'illumination. Pour vous donner une idée. Donc je vous ai mis ça pour que vous ayez une idée. Mais en gros, on sait tous que nos émotions, nos pensées affectent ces choses-là. Et c'est pour ça que j'ai mis ça. On a un super pouvoir. Vous savez ce que c'est ce super pouvoir? C'est qu'on peut générer ça comme ça. On attire ce que l'on vibre. Et on peut le générer gratuitement, comme ça, à tout moment. Ça requiert de la pratique. Il y a potentiellement des traumatismes du passé qui nous, voilà, ou du formatage de toute notre vie, etc. Mais notre super pouvoir, c'est qu'on est capable de générer n'importe quelle émotion à tout moment, si on y travaille. Si on y travaille. Qu'est-ce que j'ai mis après? Énergie subtile. Donc ça, c'est les choses dont je n'ai pas encore parlé. Par définition, une énergie subtile, c'est une énergie qu'on n'est pas capable de mesurer. Donc par exemple, le qi, en médecine traditionnelle chinoise, pas capable de mesurer. Pour certaines personnes, ça n'existe pas. Beaucoup de thérapies énergétiques travaillent avec des énergies qu'on appelle subtiles. Par définition, c'est des énergies qu'on ne peut pas mesurer. Par contre, on ne va pas faire l'erreur de la plupart des scientifiques, c'est pas parce qu'on ne peut pas le mesurer que ça n'existe pas. Voilà. Parce que les ondes électromagnétiques, il y a 150 ans, on ne pouvait pas les mesurer. Pourtant, elles étaient déjà là. Donc, la science n'a pas toutes les réponses. Il faut garder l'esprit ouvert. Je sais que vous l'avez, vous, mais je le dis quand même. Et le fait que l'eau, c'est un cristal liquide qui peut prendre une quasi-infinité de géométries différentes, ça rend la sensibilité à toutes sortes d'énergies plausible. On a un mécanisme potentiel. Et une dernière chose que j'écris en bas, c'est que la croyance suffit. Si je reprends l'exemple d'un cristal, admettons, on découvre un jour qu'en fait, il n'y a rien. En fait, si vous y croyez, si à chaque fois que vous prenez ce cristal et que vous le mettez contre le cœur, vous sentez mieux, c'est que ça marche. C'est un peu l'effet du placebo. Oui. C'est jumelles. Conclusion. Le corps humain est une matrice vivante. Donc ça, c'est pareil. Matrice, c'est un terme qu'on a tendance à entendre assez souvent. Une matrice, c'est simplement un réseau de communication dans lequel on peut envoyer des opérations de contrôle en termes électroniques. Donc en ce sens, le corps est une matrice, mais qui est vivante. C'est un cristal liquide qui est sensible aux multiples fréquences de son environnement. Cette sensibilité, c'est ce qui nous permet d'être en vie aujourd'hui, d'être adaptable, d'être résilient. Si on utilise uniquement, c'est plus ce dont je parle dans mon autre conférence sur l'eau, si on utilise uniquement le paradigme de la biochimie, donc les molécules, les protéines, les vitamines, les choses comme ça, si les gens qui y croient dur comme fer, ils sont vraiment honnêtes, ça ne permet pas à un organisme de survivre, parce que c'est beaucoup trop lent. C'est beaucoup trop lent. Et donc, en modifiant consciemment notre environnement extérieur, que ce soit les personnes autour de nous, important, que ce soit les lieux dans lesquels on traîne, que ce soit les objets qui nous entourent, et notre environnement intérieur, donc c'est pensées, émotions, nos croyances aussi, nous pouvons orienter notre biologie vers la santé indépendamment de la biochimie. Indépendamment de... Comment? Ouais, exactement, c'est le même principe.
Voilà.